Moi, je me présente Johannes Vermorel, donc je suis le fondateur de Locad. Alors, c'est une société que j'ai créée en sortie d'école. Donc moi, j'étais à Normal Sup. Tenté de commencer une thèse en bioinformatique. Et puis finalement, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des trucs très intéressants en bioinformatique. Ils n'avaient peut-être pas besoin de moi. Et on va dire, le hasard a fait que je suis tombé sur ces problématiques supply chain. Et j'étais très heureux de découvrir aujourd'hui que vous aviez utilisé Envision. Alors c'est quelque chose que l'idée de me retrouver en face d'étudiants de Centrale sur ce langage, c'est quelque chose que j'imaginais pas du tout quand j'ai créé Envision il y a quelque chose comme, on va dire, 12 ans de ça. Sachant que j'ai écrit le premier compilateur Envision. Et Victor Nicolet, le CTO de Locad, l'a jeté et a écrit très vite le deuxième compilateur qui était bien mieux fait que pour Envision. Et là, vous êtes sur, en gros, la version 5, en train de sortir la version 6. C'est un langage qui a énormément évolué. Mais en fait, ce n'était pas du tout ce sur quoi vous avez travaillé. Ce n'est pas du tout le point de départ de Locad. En fait, c'est arrivé même assez tardivement. Locad, c'est quelque chose, c'est un projet que je démarrais en 2007, c'était créé en 2008, mais Envision, en gros, c'est 2013. Donc vous voyez, lorsque Envision arrive, la société, elle a déjà en gros 5 ans, quoi. Donc l'idée de créer un langage, c'était quelque chose qui est arrivé après qu'on ait épuisé toutes les alternatives. Ce n'était pas du tout le fondateur visionnaire qui avait cette idée. Non, c'était juste qu'en fait, toutes les autres avaient échoué. Donc en fait, pour comprendre un petit peu ce qui est très étonnant sur la supply chain, c'est quand je me suis lancé en 2008, ma vision, c'était la supply chain est un sujet hyper balisé. Après tout, ça fait quasiment, il y a 60-70 ans de littérature, il y a littéralement des millions de papiers. Si vous tapez Supply Chain Management sur Amazon, vous avez, j'ai vérifié, à peu près 10 000 livres en vente sur le sujet. Donc c'est actuellement en vente, hein. Évidemment, au cours des décennies, il y en a eu plein d'autres qui ont été publiés, mais ça, c'est ceux qui sont disponibles là maintenant, quoi. Donc c'est un sujet qui est énormément traité, énormément traité. Lorsque je me lance, ma vision, c'est il y a des concurrents qui ont d'ailleurs des grands noms, ils s'appellent SAP, Oracle, IBM, même Microsoft a des offres supply chain. Donc vous voyez, vous regardez le chiffre d'affaires total de vos concurrents et ça fait un demi-trilliard de dollars. Bon, très bien, voilà, c'est vos concurrents. Et en fait, sur cette vision-là, ce que je voyais, c'était qui était une intuition totalement fausse. C'était qu'en fait, le créneau, ce serait, je pourrais prendre ces théories de la supply chain et simplement les repackager en mode web app. Vous voyez, il y avait cette grande transition, on est en 2008, tous les logiciels d'entreprise sont en train de basculer depuis ce qu'on appelle du client lourd, donc l'application qu'on installe sur le PC, vers du client léger, c'est-à-dire la web app. Et donc, il y a une opportunité, quelque part, de refaire un logiciel supply chain qui est juste packagé en mode web app, éventuellement avec un hébergement cloud. Locad va migrer très tôt sur le cloud. Donc ça, c'est peut-être l'opportunité de prendre le devant par rapport à d'autres éditeurs qui sont certes énormes, mais qui avaient des modes de fonctionnement, applications client lourd, plus traditionnels. Et donc, ça tombe bien, il y a littéralement des livres entiers qui expliquent comment on optimise la supply chain. C'est bien. Je les prends, je les lis. Donc, il y a le manuel du MIT, le manuel de Stanford, le manuel de Caltech, il y en a plein. À chaque fois, c'est 2-3 professeurs qui se mettent ensemble et qui pondent un pavé de 1000 pages avec toutes les équations, etc. Et la chose intéressante, c'est que donc je code ces trucs-là et il n'y a rien qui marche. Ce qui d'ailleurs n'a jamais empêché Locad de croître et d'avoir des clients. Ça peut sembler, vous pouvez imaginer que pour une start-up, pour gagner de l'argent, il faut avoir un produit qui marche, mais non, pas du tout. Bon, en tout cas, dans le monde de l'enterprise software, vous pouvez très bien avoir un logiciel qui ne marche pas du tout. Ça n'empêche absolument pas le fait de trouver des clients. Ça peut vous sembler un peu bizarre, mais c'est comme ça.
La réalité, c'est que s'il y a un gros enjeu pour une entreprise, que le problème soit résolu ou pas, il y a un budget pour tenter d'essayer de le résoudre. Voilà. Ce budget, il n'est pas forcément gigantesque, surtout si votre truc ne marche pas, mais en fait, à votre échelle, quand vous démarrez une société, ça peut être des budgets qui vous apparaissent à vous gigantesques. Évidemment, si un Carrefour de ce monde dit je mets 100 000 € sur la table pour voir, pour Carrefour, c'est rien, pour vous, 100 000 €, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc évidemment, en basant sur cette asymétrie, je démarre et j'essaye de faire marcher ces différentes théories. Alors ça va être des noms que vous connaissez, hein, ça va être prévision de série temporelle, stock de sécurité, optimisation de taux de service, etc. etc. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Et là-dessus, on a des discussions un peu schizophréniques avec les clients où les gens me disent non mais vous n'avez pas ce que vous avez codé, vous n'avez pas dû coder correctement ce stock de sécurité. Ensuite, on ressort littéralement les tables extraits des bouquins, parce qu'il y a des bouquins qui donnent des tables de valeurs calculées. On revérifie les paramètres. Non, c'est exactement ce qu'on était censé calculer. Donc non, la théorie est... il y a une théorie qui est maîtrisée, qui est implémentée exactement comme il faut, et ça fait n'importe quoi. Et ça fait complètement n'importe quoi. Et en fait, je pense que le summum du n'importe quoi est atteint à l'été 2011, où en fait, on a un gros... on fait partie il y a un gros appel d'offres avec une demi-douzaine d'éditeurs logiciels, la moitié européens, l'autre moitié américains. Locad faisait partie des Européens. Et l'enjeu, je ne sais pas, c'est une anecdote qui avait été donnée, à peu près 10 supérettes, 5000 références par supérette, et il faut faire des prévisions quelques jours en avant, parce que les supérettes, elles étaient en gros réapprovisionnées genre 2-3 fois par semaine. Et là-dessus, critères d'erreur, donc c'est un backtest sur les prévisions de vente, et critères d'erreur, valeur absolue de la différence entre prévu moins réalisé. Vous voyez, par produit, par jour, par magasin. Ça semble assez basique. Là-dessus, Locad va gagner ce benchmark. Enfin, je vais soumettre des résultats, je vais le gagner, je vais même écraser la concurrence de 20%. Alors, en qualité de prévision, je les avais écrasés. Comment j'ai fait ça? J'ai renvoyé des zéros. J'ai prévu 0 partout. Voilà. Et grâce à mon zéro forecaster, vous voyez, qui avait en plus, alors je ne vous dis pas à quel point je les avais battus la concurrence en termes de vitesse de calcul, parce que mon truc, il se contentait de dire 0, voilà, partout. Et 20% de qualité de prévision en mieux. Voilà. Et alors, encore plus fort, je dis au client, si vous prévoyez 0 demande, vous allez réapprovisionner 0. Donc, dans 2 semaines, le magasin il est vide, ma prévision est 100% juste. Et j'ai tout gagné, King of Statistics. Voilà. Et c'était totalement n'importe quoi. Évidemment, c'est totalement n'importe quoi. Et là-dessus, néanmoins, la question était, selon tous les bouquins de supply chain que je pouvais lire, c'était ce qui était recommandé. La méthodologie recommandée, et c'était exactement du client, qui était un très grand distributeur européen, et là, il n'était pas en train d'inventer un truc chelou. C'était littéralement le bouquin de cours qui suivait quand il faisait ce processus-là. Et ça donnait quelque chose de totalement absurde. Et la conclusion que j'en ai tirée, c'est... parce que ça a été vraiment une phase où je me suis dit, mais est-ce que en fait, je suis en train de faire... J'ai une entreprise qui est en croissance, rentable, je vous disais, Locad n'a pas levé de fonds auprès de VC. Est-ce que par hasard, j'ai juste découvert par hasard une combine, quoi? Vous voyez? Après tout, enfin, vous voyez, peut-être que vous pouvez commencer un truc, ça fait de l'argent, mais en fait, c'est juste n'importe quoi. Et au départ, on peut dire, vous ne saviez pas, vous voyez, mais une fois que vous savez, est-ce qu'il faut continuer le sujet si vous faites de l'argent et que vous savez pertinemment que ce que vous faites, c'est n'importe quoi? Quand vous sortez d'école et que vous n'y connaissez rien, vous pouvez dire, j'étais bien innocent, je plaide l'incompétence, quoi. Mais une fois que vous savez, est-ce qu'il faut continuer? Donc voilà, donc ça m'a amené à me poser beaucoup de questions, parce que quand même, je disais, mais est-ce que, en fait, est-ce que la supply chain, c'est juste de l'astrologie, vous voyez, et non pas de l'astronomie, de l'astrologie. Et ma conclusion, ça a été, non, la supply chain, c'est bien, c'est juste la théorie de la supply chain qui est de l'astrologie. Donc en fait, c'était ça qui était buggé. C'est en fait, on a... et
le problème, c'est très difficile d'arriver à la conclusion que 70 ans de recherche, 1 million plus de papiers, 5000 professeurs, enfin, vous voyez, se trompent tous. Essayez d'imaginer un peu l'arrogance intellectuelle qu'il faudrait avoir. Parce que, imaginez, vous allez voir un docteur. Le docteur, il vous dit, ah monsieur, je pense que vous avez un psoriasis. Voilà, peu importe. Et là, vous n'êtes pas d'accord. Vous allez voir un deuxième médecin pour avoir un deuxième avis, il vous dit la même chose. Vous allez voir un troisième médecin, il vous dit encore la même chose. Cette fois-ci, vous allez voir carrément dans un CHU, vous allez voir un grand professeur à Ponte, et il vous dit, ah, monsieur, c'est exactement ça. À partir de quel moment vous dites, non mais en fait, je vais décider que c'est moi qui ai raison et vous avez tous tort. Mais en fait, la leçon, c'est la science, ça ne fonctionne pas dans le consensus, et ce n'est pas parce que tous les gens sont d'accord pour penser qu'un truc est vrai, qu'il est vraiment vrai. En fait, les gens peuvent très bien on peut avoir un consensus extrêmement général sur quelque chose qui est complètement faux. Alors, dans la suite, les années qui ont suivi, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire des sciences, et ensuite j'ai réalisé des années après qu'en fait, ça s'était passé dans l'histoire des sciences de façon continue, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des consensus extrêmement larges sur des trucs qui soient complètement idiots. L'histoire des sciences en est absolument remplie. C'en est d'ailleurs assez rigolo. Je pourrais vous donner des exemples si ça vous intéresse, mais il y a vraiment beaucoup de cas où les gens étaient absolument convaincus de trucs complètement fous. Ce qui amenait d'ailleurs des gens qui étudiaient l'histoire des sciences à dire que, en gros, tout ce qu'une société croit à un instant T, il y en a la moitié qui est faux, quoi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas laquelle des moitiés qui est faux. Donc là-dessus, en tout cas, donc l'OCAD, vous voyez, je me retrouve avec la conclusion de ce benchmark, c'est que ce qui était fait classiquement, c'était n'importe quoi. Et donc, quelque part, il a fallu commencer à les chercher sur des choses qui étaient autres. Donc ça, les choses autres qui ont vraiment été le déclic, ça a été d'aller chercher des prévisions avec du biais. Et ça, c'est tout début 2012. Et sachant que j'ai des clients qui ont, à l'époque, des grands distributeurs qui ont littéralement 50 personnes employées à temps plein pour retirer le biais. Donc l'idée de dire que je vais faire une prévision en rajoutant du biais, ils me disent oh là là, attendez, on emploie des gens pour retirer le biais, vous n'allez pas mettre beaucoup de biais. Je suis tombé sur un outil mathématique qui me permet de mettre une quantité de biais, mais alors colossale. Vous n'allez jamais réussir à le retirer à la main. Et non, c'était pas, vous voyez, c'était un peu affolant comme vision. Surtout, ils disaient non mais pourquoi est-ce que vous voulez biaiser le truc Alors, pour avoir évidemment, si je vous donne le mot-clé mathématique, tout de suite, ça fait faire beaucoup plus scientifique. Si je vous dis prévision biaisée, ça fait tarte. Si je vous dis que c'était une prévision quantile, d'un seul coup, science. Ça semble beaucoup plus raisonnable. Mais la réalité, c'est qu'une prévision quantile, c'est juste une prévision biaisée. Et là-dessus, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on essaye ces prévisions biaisées chez un premier e-commerce. Et en fait, du jour au lendemain, on bascule de résultats qui étaient totalement fous, vous voyez, ces histoires de prévisions à zéro qui gagnent les benchmarks, à quelque chose de médiocre, mais qui semble avoir une certaine raison, quoi. Donc ça avait été vraiment un saut, parce que je vous dis, on était passé dans un camp, on était dans le camp de l'absurde, à juste un truc qui était de la médiocrité. Alors, être médiocre, ça peut sembler pas incroyable, mais quand vous étiez en train de faire strictement n'importe quoi, finalement, quelque chose qui est juste médiocre, c'était carrément mieux, quoi. Alors, de fil en aiguille, ça va être le déclic, en fait, pour vraiment, on va dire, revisiter en profondeur toutes les hypothèses qui sont faites dans ces bouquins de supply chain, c'est-à-dire de challenger toutes ces fondations qui, en fait, se révèlent être extrêmement friables et je dirais, fausses, en fait. Donc, la prévision quantile, c'était une prévision biaisée. Qu'est-ce qui était assez intéressant, juste pour arriver à comprendre, c'est que ce qui pèse économiquement dans les supply chains, c'est les extrêmes. C'est en gros la demande surprenamment haute qui va vous créer la rupture, la demande surprenamment basse qui va vous créer le surstock, c'est le lead time long, surprenamment long, qui va vous planter, etc. etc. Donc en fait, c'est jamais le milieu de la distribution, des distributions qui vous embête, c'est les extrêmes. Et en fait, ce que fait une prévision quantile, c'est juste un outil statistique qui regarde les extrêmes. La version améliorée de ça, ce à quoi vous travaillez, c'est la prévision probabiliste qui en fait regarde la distribution de probabilité dans son ensemble.
Mais à l'époque, on va dire en 2012, je commence par la prévision quantile qui était, on va dire, plus basique, plus frustre au niveau à la fois mathématique, statistique, mais aussi informatique. L'avantage de la prévision quantile, c'est que vous vous trimballez des points toujours. Donc votre prévision, l'objet mathématique résultant de votre prévision, c'est un point, c'est beaucoup plus léger qu'une distribution de probabilité. Imaginez qu'une distribution de probabilité, vous allez avoir des millions de skews, ben, ça veut dire qu'il faut se trimballer des millions d'histogrammes de probabilité ou de représentations autres de ces distributions de probabilité. Informatiquement, c'est plus compliqué. Mais voilà. Donc en tout cas, on se lance là-dessus. Et il se trouve que le Envision, en fait, qui avait été démarré pour des raisons qui étaient complètement autres. Hein. Envision, en fait, le nom de code en interne de Envision, c'était PriceForge. Initialement, c'était en fait un outil qu'on avait commencé à développer pour des projets de pricing. Et en fait, on se rend compte que par rapport à notre approche initiale qui était d'avoir des logiciels supply chain packagés, comme je disais, dans l'OCAD, les premières années, on faisait que des trucs qui étaient faux. L'OCAD était parti au début sur l'idée de faire un logiciel packagé, vous voyez, avec des menus, des boutons, des options, enfin ce qu'on attend d'un logiciel classique d'entreprise. Et en fait, la réalité, c'est que c'était comment dire, en tant qu'éditeur logiciel, c'était totalement le chaos. Pourquoi? Parce que, en fait, à mesure que votre logiciel, vous imaginez, vous avez fait un logiciel classique avec des menus, des boutons, etc. À mesure que vous rajoutez des fonctionnalités, le mapping entre les données du client et votre mapping et votre représentation de données internes de votre logiciel, eh ben, plus votre logiciel il a de fonctionnalités, plus l'opération de mapping elle devient un problème d'ingénierie insoluble. Parce que pour faire simple, le client, il a plein de sources de données. Il a un ERP, il y a 10 000 tables, chaque table elle a 50 champs. Cet ERP il a été déployé il y a potentiellement des décennies. Personne n'a documenté les tables. Ils en font des usages compliqués. Il n'y a pas un ERP, il y en a deux ou il y en a trois. Il y a un WMS, il y a une plateforme e-commerce. Voilà. Donc on se retrouve avec un paysage applicatif qui est compliqué. Et il n'y a pas deux entreprises qui ont le même. Et là-dessus, votre logiciel, il a plein d'entités. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'un produit, qu'est-ce que c'est qu'un SKU, qu'est-ce que c'est qu'une variante, qu'est-ce que c'est qu'un fournisseur, qu'est-ce que c'est qu'un emplacement. Et toutes ces choses-là ne vont pas fitter en vrai sur les définitions du client. Vous pouvez avoir le client en fait sur des notions aussi simples que par exemple une date de commande. Il y a 20 interprétations différentes sur ce que c'est qu'une date de commande. Ça peut être la date à laquelle l'entrée a été créée dans le système. Ça peut être le moment où le client a confirmé son intention de commander. Ça peut être le moment où vous, société qui vend au client, avez confirmé que la commande était OK. Ça peut être le moment où le prestataire de paiement a dit c'était bon, c'était payé. Ça peut être le moment où la commande a été expédiée. Enfin, il y a vraiment littéralement des dizaines d'interprétations. Donc, on sent bien qu'en fait, ce mapping, c'est-à-dire si vous avez vos données d'origine, il va falloir les brancher dans votre logiciel. Si votre logiciel il a beaucoup de fonctionnalités, ça va être le chaos absolu, surtout qu'en plus, c'est jamais du 1 pour 1, les mappings. Vous voyez, ce que vous appelez un produit, c'est peut-être ce que le client il appelle une variante ou une déclinaison. Et selon les industries, ça peut être très compliqué. Il y a des industries où ils vont considérer qu'il y a, par exemple, la mode, vous avez le produit, et puis les variantes, c'est taille coloris. Mais chez d'autres personnes dans la mode, ils considèrent que la variante, c'est taille, coloris, matériaux. Parce qu'éventuellement, ils utilisent un textile différent, et ça va vous faire, vous voyez, 3 dimensions. Les sociétés, vous voyez, varient de façon selon plein de subtilités. Vous pouvez imaginer même des choses les plus basiques. Une date d'expiration, par exemple, il peut y avoir en fait plein de façons de voir les choses. Peut-être qu'il y a la date d'expiration qui est celle où littéralement on n'a pas le droit, c'est de l'alimentaire, de vendre, il faut jeter. Mais peut-être qu'en fait, il faut tenir compte du fait que la politique commerciale d'un distributeur, c'est de ne pas vendre quelque chose qui va expirer dans un magasin sous moins de 3 jours, vous voyez. Donc ça, et peut-être que ça varie produit par produit, peut-être que ça varie par gamme de produits, peut-être. Enfin, bref, vous voyez les choses comme ça sont
même les éléments qui semblent simples, en fait, quand on regarde dans le détail, il y a une énorme, énorme richesse. Et donc ça nous a amené, en fait, je vous disais que la théorie supply chain classique était un peu buggée. Je vous ai parlé des prévisions. Il fallait faire un basculement vers la prévision probabiliste. Vous avez brillamment pu travailler avec ça, avec ces éléments-là. Et il y avait un deuxième bascule qu'il a fallu faire, c'est basculer vers le programmatique. Et alors ça c'est intéressant parce que c'est aussi quelque chose dont aucun bouquin de supply chain ne parle. Le fait que la notion d'avoir des modèles sur étagère ne sert à rien. Parce que votre modèle ne fitera jamais aucune entreprise. Donc vous avez un modèle, on vous dit, bah voilà, vous avez un modèle de stock de sécurité, et en fait, il n'y a pas une seule entreprise où ça fit. Parce qu'il y a des subtilités, parce qu'il y a un MOQ qui vient vous embêter, parce qu'il y a des dates d'expiration, parce qu'il y a des contraintes calendaires sur le passage de commandes, parce que les problèmes sont infinis. Il y a toujours tout un tas de choses. Donc en fait, finalement, entre la préparation des données et la réalité très fine du métier, à partir du moment où on se rend compte que la solution est programmatique, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, elle ne vient pas dans un cadre qu'on peut formaliser a priori. C'était ça la réalité. Et bien, se pose la question de savoir comment on va avoir les bons paradigmes programmatiques pour répondre à ces questions supply chain. Alors, ça vous semblait un petit peu troublant, mais finalement, si on prend un petit peu de recul par rapport à cette théorie supply chain, qu'est-ce que les bouquins de théorie supply chain vous présentent? En fait, je vous disais qu'il y a 1 million de papiers. Ils contiennent quoi, ce million de papiers? Eh bien, ils contiennent essentiellement des puzzles mathématiques qui sont composés stylistiquement selon des conventions établies. C'est-à-dire, en gros, vous allez choisir un certain nombre de SKU, choisir une topologie de réseau, choisir une forme de la demande, choisir une forme du lead time, choisir s'il y a des coûts de transport, choisir s'il y a des coûts de ceci, de cela, etc. Vous voyez, vous faites une petite recette, là, vous mettez vos ingrédients, et à partir de là, tac, résolution du problème. Donc vous avez posé toutes vos hypothèses, vous faites une résolution, et puis vous créez un petit jeu de données synthétique, ou vous triturez un jeu de données qui existe, et ça y est, vous présentez votre résultat, qui est votre politique optimale de stock, selon votre modèle. Mais ça, en vrai, le problème, c'est que ça ne sert à rien, en fait. Parce que, comme je disais, il n'y a pas deux sociétés qui ont exactement les mêmes définitions de problèmes. On pourrait dire que ça serait utile si les méthodes dans ces papiers mis en œuvre étaient vraiment inspirantes pour résoudre les problèmes une fois qu'on est dans une vraie entreprise. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. C'est des méthodes qui ne sont pas intéressantes. C'est-à-dire qu'en fait, là encore, c'est un jugement de valeur, je vous raccourcis la lecture de milliers de papiers. Mais fondamentalement, ce qu'on trouve dans cette littérature supply chain, c'est des méthodes qui, pour quelqu'un qui est un petit peu familier avec des méthodes de calcul numérique, avec on va dire, des principes de base d'algorithmique, sont extrêmement faciles à réinventer. C'est-à-dire qu'une fois que je vous ai posé le problème, c'est un peu comme un exercice de prépa, vous voyez, c'est un truc, voilà, en temps fini, on y arrive. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui est vraiment très fort, il va y arriver en 20 minutes, et quelqu'un qui est moins fort, il va le faire en 2 heures. Mais de toute façon, on y arrive en temps fini. Vous voyez. Donc c'est fondamentalement des choses où il n'y a pas vraiment de vraie science. Ouais. Mais ce qui était un peu étonnant, c'est que comme en fait il y a une combinatoire gigantesque dans le fait de prendre les ingrédients, vous rajoutez un échelon, 2 échelons, vous mettez plein de fournisseurs, vous mettez des frais de stock constants, ou pas, ou une demande qui varie, ou pas, etc. etc. On va dire, vous avez à peu près plusieurs dizaines d'hypothèses sur lesquelles vous pouvez jouer, donc la combinatoire est telle que vous pouvez publier des papiers jusqu'à la fin des temps. Vous voyez. Mais la réalité, c'est que ça ne vous dit rien sur comment il faut opérer lorsque vous êtes face à une vraie société, on va dire. Et donc Locad, en fait, finalement, une fois qu'on avait identifié que le problème était programmatique, il fallait se poser la question de comment on a un langage de programmation qui serait une bonne réponse à ces problèmes. Alors évidemment, parmi vous, les gens vont dire, vous n'avez qu'à utiliser Python. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2012, l'utilisation de Python, c'était exactement ce que faisaient tous mes clients e-commerce américains. Et à peu près toutes les initiatives data science que j'ai pu voir sur ces années-là se sont toutes plantées à cause de Python.
genre, à cause du Python. Évidemment, ça semble un peu étonnant quand on le présente comme ça. Mais c'était le constat. Alors, en vrai, ça aurait pu être Java, ça aurait pu être C#, ça aurait pu être, des années plus tard, Julia. Le problème aurait été le même. En vrai, ces initiatives, elles mourraient toutes. Je vous donne un peu le cadre dans lequel ça se passait. Vous êtes en 2012, il y a une initiative Data Science. En 3 semaines, il y a des gens qui font un prototype Data Science très impressionnant pour résoudre un problème quelconque. OK, en 3 semaines, vous avez le prototype. Et ensuite, les gens décident de le passer en production. Et 1 an plus tard, c'est toujours pas passé en production. Et c'est la galère. Et au bout d'un an, le management s'énerve et dit on arrête et on passe à autre chose. Ça ressemblait à ça, ces échecs. Et alors, l'échec, qui ressemblait à quoi concrètement? C'était la mort par 1000 coupures. C'est-à-dire des problèmes du style null reference exception, out of quota exception, dis quota. Ça allait être des race conditions sur l'exécution. Ça allait être des problèmes d'incompatibilité de package. Ça allait être un problème du fait qu'il y a une faille de sécurité et que votre installation s'est fait ransomware pendant la nuit. Ça allait être que des choses les plus diverses et que des choses qui, évidemment, n'avaient strictement rien à voir avec le problème supply chain qu'on essayait de résoudre. Là, en fait, le problème était que si vous utilisez un langage de programmation général, eh ben, votre surface d'attaque pour les problèmes est complètement immense. C'est-à-dire qu'il peut se passer plein de problèmes. Par exemple, si vous pouvez accéder au système de fichiers de la VM sur lequel vous tournez, ça veut dire qu'il suffit d'une erreur dans votre code pour pourrir le système de fichiers de la VM sur lequel vous tournez. Ça peut sembler idiot comme ça, mais en vrai, vous écrivez dans le mauvais répertoire et vous pouvez vous retrouver à avoir complètement garbagé votre environnement. Et en fait, c'est lorsque vous manipulez des dizaines de gigaoctets de données, ça arrive plus facilement que ce que vous pouvez imaginer. Vous voyez, il y a beaucoup de chaos, il y a beaucoup d'exécutions qui sont en parallèle. Le fait de se retrouver avec des problèmes de verrou, un fichier il est verrouillé par tel process ou c'est l'accéder par un autre process, ça ne marche pas, etc. Ça se retrouve à planter. Évidemment, le plantage va se passer au milieu de la nuit pendant que personne n'est en train de regarder le programme, puisque le programme il est en train d'essayer de prendre un calcul pour, par exemple, décider ce qu'on va mettre dans les camions le lendemain et qu'il faut avoir livré les résultats avant 2 h du matin. Et donc, si ça plante, il n'y a personne pour le voir. Et le lendemain, quand vous arrivez au bureau à 9 h, le client est furieux parce que ce qui était censé arriver à 2 h du matin n'est pas arrivé. Donc, voilà. Alors, évidemment, lorsque les gens font de la data science Python, ils sont typiquement devant le script, donc ils font du babysitting d'exécution de script, donc si ça plante, ils sont là tout de suite pour le fixer. Mais dans la vraie vie, Rémi et Basile, quand ils écrivent des scripts pour faire tourner les choses, ça va tourner de façon planifiée tous les jours, mais ils ne seront pas devant, en fait. Ça ne les empêche pas de jeter un coup d'œil sur l'exécution de la veille pour bien vérifier que ça n'a pas dérapé, mais fondamentalement, il faut quelque chose qui puisse fonctionner sans supervision. Et donc, pas se retrouver avec des problèmes idiots de quota de disque, de variabilité de temps de calcul. Vous voyez, simplement le fait que vous lancez votre calcul, une fois ça prend 20 minutes, une autre fois ça prend 2 heures. Ça, c'est vraiment des problèmes de production extrêmement pénibles qui peuvent faire échouer en pratique votre mise en production d'une recette numérique qui vise à robotiser ces décisions. Donc, tout ça dans l'histoire de Locad fait que on émerge cette idée qu'il faut du probabiliste, il faut une vision programmatique, ensuite il y a d'autres choses qui vont émerger. Par exemple, vous avez probablement joué avec des choses comme, est-ce qu'on leur a fait jouer avec des choses comme Autodiff? Tout petit peu. Voilà, le fait que littéralement, des éléments de machine learning peuvent eux-mêmes devenir programmatiques. Ça, c'est aussi une des révolutions qui va venir avec le deep learning. Le deep learning est très différent en termes de machine learning de tout ce qui vient avant. Tout ce qui vient avant, ce sont des catalogues de modèles. Vous voyez, toutes les générations d'algo de learning, je dirais, qui sont pré-deep learning, vous avez des bibliothèques de modèles. Avec le deep learning, d'un seul coup, vous n'avez plus des bibliothèques de modèles, vous avez carrément un langage de programmation pour composer un réseau deep learning. TensorFlow, quand il sort, c'est un langage
en gros, c'est des graphes d'opérations tensorielles. Donc on n'est plus du tout dans le même paradigme, on est sur des paradigmes programmatiques. Donc là encore, c'est vraiment de pouvoir composer un modèle avec de l'intelligence humaine qui intervient dans la structure du modèle, en fait, dans le choix de la structure. Ce qui permet d'apprendre mieux, plus vite, etc. Donc ça, en fait, ces notions de paradigme programmatique, ben, en fait, Envision peut les embrasser, je dirais, comme des citoyens de première classe. Et d'ailleurs, par exemple, la notion de differentiable programming devient en fait un élément de première classe dans le langage. Alors que dans d'autres langages, je dirais, dans les langages généralistes, vous vous retrouvez avec le problème d'avoir ce qu'on appelle un langage dans le langage. Par exemple, si vous voulez faire du differentiable programming en Python, pas de problème, PyTorch. Mais PyTorch, c'est un langage de programmation, mais qu'il va falloir appeler depuis du Python. C'est un vieux problème, hein, ça, dans l'informatique. C'était déjà le cas, par exemple, quand vous voulez interagir avec des bases de données, vous vous retrouvez avec du code Python et puis au milieu du code SQL. Là, vous voyez, vous avez un effet de langage dans le langage. Le problème de faire ça, c'est que votre code SQL, c'est fondamentalement une string. Donc, il n'est pas compilé, ce truc-là. C'est-à-dire qu'il va falloir lancer le programme pour se rendre compte éventuellement que vous avez fait une typo dans votre requête SQL. Vous voyez, le fait d'avoir la programmation langage dans le langage, ça vous pose, ça rend votre programmation extrêmement friable parce que la seule façon de débugger, c'est de lancer pour savoir si ça marche. Même sur des erreurs totalement basiques comme le fait de faire des typos sur des noms de variables. Voilà, on s'attendrait quand même à avoir bout en bout quelque chose qui, à minima, peut vous vérifier que vos variables n'ont pas de typo. Il n'y a pas de typo dans les noms des variables. Donc ça, en fait, Locad, on va dire, évolue et rajoute des paradigmes programmatiques. Et aujourd'hui, Envision est très riche. Les derniers en date, c'est de faire ça. Et on a pu travailler sur des paradigmes programmatiques pour faire de l'optimisation stochastique. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voit ce que c'est que l'optimisation stochastique? Voilà, c'est le prochain cours. Non, l'optimisation stochastique, c'est l'optimisation mathématique quand votre fonction de perte est incertaine. En fait, c'est littéralement les situations que vous rencontrez. Lorsque vous avez fait vos priorisations d'achat, vous êtes en train de faire un pari sur une décision, qui est la quantité à acheter, sachant que le résultat que vous allez avoir, donc si vous avez une fonction économique de perte, vous voyez, ou de gain, le résultat, lui, en fait, dans le futur, il sera connu, mais entre-temps, fondamentalement, il y a un éventail de valeurs possibles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les problématiques d'optimisation stochastique. Et là, vous étiez sur un cas qui est facile, parce qu'en gros, on ne vous avait pas mis beaucoup de contraintes. Maintenant, on peut imaginer une situation où vous avez beaucoup d'incertitudes et il faut rajouter plein de contraintes. Ça peut être, par exemple, de dire qu'il y a un minimum de commandes par fournisseur et par catégorie de produits, et qu'en plus, il faut remplir à la fin un container plein. Vous voyez, vous allez vous retrouver avec plein de contraintes et une fonction de perte incertaine en bout de chaîne. Voilà, donc tout ça nous amène sur plein de concepts programmatiques. Et alors, pour avancer un petit peu, je vérifie l'heure parce que voilà, je ne vais pas vous emmener jusqu'à des heures trop tardives, mais aujourd'hui, finalement, Locad, où est-ce qu'on en a abouti? On a abouti à une expérience très intéressante qui s'est passée en 2020-2021, qui est qu'on a eu nos clients qui se sont mis à renvoyer tout leur col blanc chez eux pour des périodes longues. C'était la grande expérience des confinements, avec plus ou moins d'accès à distance. Et Locad s'est retrouvé à faire tourner des supply chains avec des supply chain scientists qui, eux, avaient moins de problèmes à travailler à distance parce que Locad s'opère très bien à distance. Hein, c'est l'avantage d'avoir des technologies web, c'est que finalement, votre environnement de travail peut être accessible à distance, aucun problème. Et en fait, ce qui s'est retrouvé très intéressant sur cette période 2020-2021, pour nous, même si c'était très très dur pour à peu près tout le monde, c'est que ça a été l'épreuve du feu pour savoir à quel point les recettes numériques de Locad pouvaient fonctionner sans supervision. Parce que chez beaucoup de clients, on avait quand même beaucoup de gens où on génère des résultats et puis c'est des gens qui valident à la main si c'est bon ou pas, quoi.
Et là, on s'est retrouvé, dans certains cas, des clients, un qui avait plus d'1 milliard d'euros de stock, à littéralement mettre des centaines de personnes qui, normalement, sont des supply and demand planners, vous voyez, inventory manager, category manager, les noms sont un peu varient, qui normalement sont là pour valider, et en fait, là, ils n'étaient plus là. Mais par contre, la supply chain, elle, les cols bleus, eux, ils n'étaient pas en chômage technique à rester chez eux. Eux, ils continuaient, les supply chains ensemble continuaient de tourner, même si éventuellement c'était un petit peu réduit. Et donc, ce qui était intéressant pour Locad, c'est que c'était une expérience à très grande échelle où on a fait tourner pendant plus d'1 an avec à peu près pas de supervision, en tout cas pas de supervision client, nos recettes numériques. Et dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Alors, évidemment, on n'a tué personne, aucun de nos clients n'a disparu. Voilà. Et donc, la grande question qui ressort, si jamais vous avez pu vous passer de 500 cols blancs pendant genre 12, et je crois qu'on a un cas extrême, 14 mois, est-ce que vraiment c'est intéressant de les ramener? L'entreprise, elle a très bien vécu pendant plus d'1 an sans eux, peut-être qu'en fait, elle peut vivre indéfiniment sans eux. Ça pose quand même la question à ce niveau-là. Et ça a été une expérience qu'on n'aurait jamais pu mener sans ces confinements, parce que les entreprises, évidemment, sont terrorisées à l'idée de dire, mais si vous laissez la machine va tout décider elle-même. Arrêtez, non, parce que vous avez bien vu, quand vous codez un script Envision, la personne qui a vraiment la main, c'est la personne qui code, en vrai. La machine ne fait qu'exécuter à grande échelle vos intuitions. Mais évidemment, pour les sociétés qui manipulent des supply chains dont les flux se comptent en milliards, c'est quand même sacrément radical que de dire qu'on va robotiser les choses à ce point-là. Donc là, en fait, ces confinements nous ont donné l'opportunité de le faire un peu. Disons que l'expérimentation a été réalisée de manière forcée, et le résultat montre que, en gros, des supply chains de très très grande taille peuvent être gérés en fait par un nombre très très petit de gens. Très petit, ça veut dire en gros, vous pouvez avoir 1 milliard d'euros de stock et 2-3 supply chain scientists, plus 2-3 personnes pour changer ces supply chain scientists côté client, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. En vrai, si on regarde un peu l'histoire du trading du côté des salles de marché, ce n'est pas si surprenant, parce qu'en fait, en finance, ça fait des décennies que les traders opèrent sur des volumes totalement considérables, et que l'idée d'avoir un trader qui va faire des choses à la main et opérer sur une mise de 1 million de dollars, c'était peut-être comme ça que les gens faisaient jusqu'aux années 70, mais ça a complètement disparu. Aujourd'hui, les quants, ils travaillent avec des ordinateurs, et ils ont des portefeuilles qui vont se compter au minima en dizaines de millions de dollars ou d'euros. Donc voilà, donc ça, on va dire, c'est un peu le point où on est arrivé en 2020, 2021. Et entre-temps, il y a aussi une autre révolution qui s'est passée, qui est assez intéressante, qui est l'arrivée des LLM, donc Large Language Models. Vous êtes familier un petit peu avec ChatGPT? C'est ça que vous utilisez pour faire les devoirs, c'est ça? Non, quand un prof vous demande de rendre un truc, maintenant c'est ChatGPT, hop, non? Non? Non, vous admettez pas, c'est ça? Non, mais moi je vous note pas, hein, donc vous pouvez me le dire, moi. Est-ce qu'il y en a qui ont investi dans la version pro pour avoir des meilleures notes? Non? J'en vois qui sourient, donc je vois qu'il y en a qui ont peut-être fait ça, en fait. Non, mais c'est le fond de l'affaire, c'est donc ça. Ce qui est assez intéressant, c'est que si jamais je continue d'avancer sur mon histoire de vision programmatique, c'est que finalement, Locad, quand on approche une supply chain, on est complètement dans une culture de l'écrit. Ce qui est très différent, on va dire, des cultures supply chain très traditionnelles qui sont des cultures de l'oral. Locad, on est vraiment une culture de l'écrit, parce que finalement, il y a de l'écrit à deux niveaux qui sont très importants. D'un côté, le code Envision, qui est vraiment le quoi, c'est comment les recettes numériques, exactement, comment elles s'exécutent. Vous voyez, tout est réifié dans le code. L'idée, c'est d'arriver à avoir les décisions finalisées et pas de produire un jeu de chiffres et de dire ensuite je télécharge les quantités à commander suggérées dans une feuille Excel et je les retripatouille toutes à la main
et c'est ça mon process. Non, non, la vision, c'est que Locad, nous, on veut générer des résultats où le client, il retouche rien du tout. Et s'il a besoin de retoucher, ça peut arriver qu'on ait des workflows au début quand on est en train d'essayer de découvrir tout ce qui ne va pas dans la recette numérique, mais l'idée, c'est que Rémi, Basile, ils vont se mettre une façon de pouvoir enregistrer qu'est-ce qui a été modifié, et ensuite, ça va être la base d'une discussion avec le client, mais pourquoi donc avez-vous dû modifier les quantités qu'on vous a proposées? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce travail ne soit plus nécessaire? Il arrive parfois qu'en fait, la modification était abusive d'ailleurs, qu'en fait, on s'aperçoit qu'une fois qu'on a fait l'analyse, qu'en fait, ils n'auraient pas dû modifier. Mais en tout cas, ça permet d'avoir ce dialogue et d'identifier les choses. Donc, on a le code qui va coder le quoi. Et on a un autre document, je ne sais pas si on l'aura jamais parlé, le JPM, le Joint Procedure Manual. Ça, c'est le grand livre de l'initiative. Et là, lui, il va expliquer le pourquoi. En fait, le JPM, c'est un peu le document de référence qui permet la passation d'un supply chain scientist au suivant. C'est aussi le document qui permet potentiellement aux clients d'avoir une vision, une compréhension d'ensemble de l'initiative en anglais, sans forcément, revisiter le code Envision lui-même. C'est censé être écrit pour des humains qui ne parlent pas forcément Envision, le JPM. Donc ça c'est assez intéressant. Et si vous voulez, le JPM, si je devais simplifier, le Envision, c'est le quoi, le JPM, c'est le pourquoi. Vous voyez. Et là-dessus, ça va vous documenter vraiment toute l'initiative. Donc Locad, on a vraiment cette culture de l'écrit, et ça tombe bien parce que y a un fit assez important pour tout ce qu'on peut imaginer à faire avec des LLM. Parce que les LLM ne travaillent qu'avec du texte essentiellement. Enfin, on peut être un petit peu des images en entrée, on peut être un petit peu multimodal, mais on va dire concrètement, les LLM, c'est fait pour traiter du texte. Voilà, toute l'architecture, la prévision de séquence, c'est là où ça marche très très bien. Par exemple, ce qui ne marche pas du tout dans un LLM, c'est que vous ne pouvez pas dumper en entrée de ChatGPT des kilo-octets de données tabulaires, vous voyez, tableau de chiffres, et espérer qu'il vous fasse une régression pertinente. Éventuellement, ce que ChatGPT peut faire, c'est écrire le snippet de code Python qui ensuite prend les données que vous lui donnez pour faire la régression. Mais par contre, le LLM lui-même n'est pas du tout adapté pour faire un calcul mathématique. D'ailleurs, il y a plein de trucs rigolos qui circulent où les gens demandent des opérations arithmétiques basiques à des LLM et le LLM se trompe. C'est que fondamentalement, on est sur de la prévision probabiliste de séquences de tokens, qui sont juste des groupes de caractères. Ce n'est pas du tout fait pour faire des calculs arithmétiques. Voilà. Donc ça c'est, je dirais, un des éléments de perspective où Locad, cette vision programmatique, en fait, se mélange très très bien à cette révolution qui est en cours sur tous ces outils. Donc c'est des chantiers chez nous qui sont en cours, mais sur lesquels on a déjà commencé à beaucoup travailler. Et je dirais, contrairement à la vision peut-être extrêmement pessimiste, Skynet arrive et va tous nous remplacer, ma vision, enfin les choses que je peux partager avec les jeunes ingénieurs, c'est oui, les LLM remplaceront tous les ingénieurs qui n'utilisent pas des LLM. Les ingénieurs qui n'utilisent pas des LLM seront remplacés par des ingénieurs qui utilisent des LLM. Ensuite, ça ne remplacera pas les ingénieurs eux-mêmes. C'est juste que ceux qui ne seront pas correctement instrumentés, eux, auront moins de valeur sur le marché, en tout cas. Donc clairement, là-dessus, moi, je vois un potentiel assez important pour gagner encore en productivité. Comme je disais, Envision, une des idées, c'était d'avoir un environnement de programmation qui soit complètement dédié à la résolution des problématiques d'optimisation prédictive de la supply chain, si je devais compresser. Et en fait, c'est un mouvement qui se poursuit, qui ne s'est pas du tout arrêté. Envision, ce n'est pas quelque chose qu'on a pensé en 2012 et les choses s'arrêtent. Non, le travail continue et il y a encore des pistes, notamment pour obtenir des gains de productivité là-dessus qui sont considérables. Donc si jamais ensuite on devait vous voyez, se projeter dans le futur, à quoi ressembleront les supply chains du futur, moi ce que je vois c'est que
J'estime que l'OCAD, on a craqué un vieux problème qui avait en gros 60 ans, 70 ans, qui était d'arriver à mécaniser les décisions supply chain. C'était l'ambition dès les années 40 de la recherche opérationnelle. La supply chain, c'est le descendant spirituel de la recherche opérationnelle telle qu'elle était présentée dans les années 40, 50, 60. Aujourd'hui, ce qu'on appelle recherche opérationnelle, c'est autre chose. C'est le développement de solvers mathématiques, de solvers qui font de l'optimisation mathématique. Mais donc ça, c'est devenu une discipline, une branche de je dirais, le computer science. Mais si on reprend les ambitions de la recherche opérationnelle d'origine, celle post-Seconde Guerre mondiale, c'était exactement les mêmes objectifs que ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui dans la supply chain, c'est-à-dire en gros des méthodes mathématiques, numériques, d'optimisation, d'allocation de ressources. Vous voyez. Donc là-dessus, c'était pour moi, en fait, on va dire, on était face à un vieux rêve qui, finalement, est d'une certaine façon devenu probablement réalité, en tout cas via l'OCAD, il y a une petite dizaine d'années. Les confinements ont été pour nous l'épreuve du feu pour montrer que c'était pas juste une hallucination de notre part, vous voyez, que les choses fonctionnaient vraiment en vrai, à grande échelle, même lorsque pendant des temps longs, on était sans supervision. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de clients où vraiment les choses fonctionnent sans aucune intervention manuelle. Si on pourrait prendre par exemple un client qu'on peut citer, Cellio, on va faire la gestion des stocks en magasin. Aujourd'hui, ça s'est fait de façon complètement robotisée. Il n'y a pas d'intervention manuelle. Ça n'empêche pas qu'on ait des discussions en continu avec la direction de Cellio pour savoir comment on améliore la recette numérique. Ça continue. Mais par contre, l'idée de devoir SKU par SKU, magasin par magasin, tripatouiller des stocks pour mettre des plus et des moins, ça c'est fini. En fait, ça s'est fini en 2020. Donc en plus, on en est à X années de fonctionnement. Donc voilà, donc là-dessus, moi ce que je vois, c'est si jamais on doit se projeter, c'est qu'on est dans un monde supply chain aujourd'hui qui, je pense, touche à sa fin. C'est-à-dire le monde où on a dans le monde probablement de l'ordre de 5 millions de personnes dont le job c'est descendre 1000 SKU tous les jours. Vous voyez. Ça, c'est des jobs, ce job-là qui existe sous des tonnes de noms, c'est-à-dire Inventory Manager, Demand Supply Planner, Category Manager, SNOP, Analyst, enfin, voyez, toutes ces choses-là, c'est juste des variantes de la même chose. Et vous tombez toujours sur, quelque part, une entreprise qui a découpé son périmètre supply chain par tranche de SKU. Si jamais c'est des gros volumes, ça va être... donc il y a beaucoup d'argent en jeu, ils vont faire des tranches de 100 SKU. Si jamais c'est assez sparse et que les SKU valent moins cher, ils vont peut-être tasser 5000 SKU par personne. Vous voyez, ça varie un petit peu, mais fondamentalement, c'est toujours ce même principe de découpage. Et tous ces gens-là, en gros, redescendent tous les jours en 8 heures leur liste de SKU pour prendre la demi-douzaine de décisions qui sont est-ce que je dois en mettre plus? Est-ce qu'il faut que je rachète? Est-ce qu'il faut que je produise? Est-ce qu'il faut que je monte ou que je baisse le prix? Est-ce qu'il faut que je renvoie vers un fournisseur? Est-ce qu'il faut que je déplace le stock? Il y a une demi-douzaine de décisions typiques. Et ces choses-là sont faites, on va dire, avec des humains instrumentés. Humains instrumentés par Excel, pour faire simple. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui touche à sa fin. C'est la pratique dominante, mais tant qu'il n'y avait personne sur le marché qui était capable de robotiser ces décisions, on pourrait se dire ça va continuer indéfiniment jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui craque le problème. Mais là, ce que je vous dis, c'est le problème, en fait, il a été craqué, et il n'a pas été craqué hier, il a été craqué quasiment il y a une décennie, en fait, par l'OCAD. Donc là-dessus, si on se projette dans le futur, vous voyez, là, vous êtes en train de... Vous arrivez sur le marché du travail quoi, dans quelques mois, non? C'est ça, à la rentrée prochaine? Donc vous prendrez votre retraite après 61 ans de travail, suite au rallongement des départs en retraite successifs, non? C'est pas ça? J'ai plus trop suivi les dernières annonces du gouvernement, mais... voilà, après 61 ans travaillés, et
là-dessus, ce qu'il faut imaginer, c'est que très vraisemblablement, bien avant votre retraite, ce que je suis en train de vous raconter, ça sera devenu la norme, en fait. Vous voyez, sur les 40 prochaines années, soyons un petit peu plus réalistes et optimistes de votre carrière, ces histoires de robotisation, elles vont pas mettre 40 ans pour arriver. D'une façon ou d'une autre, que ce soit Locade ou d'autres acteurs, une fois qu'un nombre suffisamment grand d'entreprises aura démontré qu'en fait on peut complètement robotiser, ce qui est le cas, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ça commence à se savoir qu'il y a des gens qui robotisent leurs décisions. Bah, finalement, les autres entreprises prendront le pas parce que bah, c'est quand même très très coûteux d'avoir tous ces gens-là. Et ça a un autre problème, c'est que aussi lorsque vous avez une armée de demand planners, c'est qu'à chaque fois qu'il faut changer de cap, ça met 6 mois. Parce que, imaginez, vous avez 200 demand planners qui sont répartis dans 12 pays différents. Si jamais vous voulez faire une inflexion stratégique, il va falloir reformer tous ces gens-là. Donc, ça met du temps. Ça veut dire que même si jamais, en théorie, vous pouviez altérer votre stratégie demain, juste en ajustant vos productions, vos stocks, vos prix, la réalité, c'est que vous dépendez de 200 personnes qui doivent comprendre, mettre à jour leurs pratiques. Et imaginez bien que des gens qui ont fait pendant 20 ans descendu la même feuille Excel pour prendre les mêmes décisions, ils sont assez rodés sur le truc. Ce qui veut dire que quand on veut leur faire changer les pratiques, c'est compliqué. C'est compliqué. Ils ont quand même, vous voyez, il y a une certaine inertie dans ce qui est fait. Donc voilà, donc moi ce que j'aurais tendance à dire, c'est si vous regardez un petit peu devant, c'est pour moi, il va se passer dans la supply chain ce qui s'est passé en fait dans le monde de la banque il y a 20 ans. C'est-à-dire la banque a basculé sur du trading électronique, où on a remplacé des gens qui tradaient à la mano en disant là je regarde un peu les cours, le matin je lis le journal et puis je vais acheter un titre, je vais vendre un titre, vous voyez, c'était vraiment le trading à l'ancienne. Le trader lit le journal le matin et puis il décide d'acheter un truc ou de vendre un truc. Aujourd'hui, c'est extraordinairement rare des gens qui fonctionnent comme ça. Aujourd'hui, vous avez des traders qui composent des algorithmes de trading et je dirais le monde de la banque a basculé sur cette vision. Il y a des gens qui font ce que j'appellerais des choses du type value investing, où on va investir à la main. Ça va être des gens comme Berkshire Hathaway qui le font, mais eux, dans ce cas-là, c'est pas ils achètent des actions, ils prennent carrément un pourcentage très très important dans une entreprise, souvent avec la bénédiction de la direction. On est dans un autre monde. Mais en tout cas, vous voyez, cette transition vers une vision beaucoup plus grande échelle, beaucoup plus mécanisée, elle s'est déjà produite dans la banque. Moi, ce que je vois, c'est qu'elle est en train de se produire dans le monde de la supply chain. Et bien avant que vous preniez votre retraite, pour moi, ça sera devenu la norme, en fait. Alors, ça semble, ce qui va vous sembler très étonnant, c'est quand vous allez rentrer sur le marché du travail, vous allez voir que des entreprises qui sont sur des modèles à l'ancienne. Mais il n'empêche que cette révolution arrive. Donc là-dessus, mon message, ça serait, vous pourrez être, par rapport à cette révolution, être un moteur de cette révolution ou un observateur. Voyez. Moi, je pense que des gens qui ont fait Centrale, ils ont la potentiel pour être moteur sur l'affaire et pas juste être un passager du train qui regarde ce qui se passe. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut enchaîner avec des questions. Je vous ai infligé un monologue de, je pense, 50 minutes. Donc là, tout le monde a bien souffert. Est-ce que ce que je vous raconte vous inspire des questions? Oui, est-ce que du coup, ces entreprises, elles vont dépendre de boîtes comme Locade ou est-ce qu'elles vont développer leur... Les deux sont possibles en fait. Les deux sont possibles. Je dirais des acteurs qui ont une appétence pour la tech, par exemple les très gros e-commerce, sans dévoiler de très très grands secrets. Un très très gros acteur e-commerce européen a envoyé des équipes depuis Berlin se former à Paris pendant quelques semaines aux méthodes de Locade, avec la vision d'internaliser le genre de pratique que Locade avait. Donc, si vous avez une société qui a une appétence technologique et qui développe déjà des tonnes de choses en interne, ils peuvent le faire en interne.
Si par contre, bah, la culture de l'entreprise, c'est dès que c'est un peu techos, on externalise tout, bah, probablement pas. Je dirais de façon majoritaire, ça sera probablement externalisé. Parce que si je regarde, on va dire, le marché de... En fait, il faut raisonner par rapport aux directions IT en build or buy, vous voyez, est-ce que vous fabriquez ou est-ce que vous achetez. Je dirais les directions IT en Occident, d'entreprises qui sont hors tech, à 90-95%, c'est du buy, quoi, c'est pas du build. Donc ça existe, et donc ça, les deux existeront, mais je dirais vraisemblablement, il y aura quand même une composante très forte sur des acteurs spécialisés. J'espère que Locade en fera partie. Alors ça, c'est évidemment la casquette de CEO qui croit en son entreprise. Mais par contre, pour moi, il y a assez peu d'incertitude sur le fait que cette révolution est en marche et qu'elle viendra d'une façon ou d'une autre. Voyez. Oui? Oui, vous avez dit que les CLLM qui vont pas remplacer les ingénieurs, sinon les ingénieurs qui n'utilisent pas les CLLM. Oui. Quels sont les facteurs qui vont limiter l'intelligence artificielle, par exemple, à ne pas remplacer les ingénieurs qui utilisent les CLLM? Quelle est la différence que jamais l'intelligence artificielle va réussir à surpasser directement? Alors ça, si je savais, c'est la question à 1000 milliards de dollars. Vous voyez. En fait, toutes les révolutions de l'intelligence artificielle, il y en a eu plein. Alors là, je pourrais vous faire un cours d'1 heure sur l'intelligence artificielle, c'est fascinant. À chaque fois qu'il y a eu des évolutions, on a compris une facette de ce que l'intelligence était qu'on n'imaginait pas. La révolution s'est passée 20 fois. Ça peut vous sembler, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas commencé à regarder ce genre d'histoire, mais typiquement, si vous posiez la question en 1940, à quoi on reconnaît une intelligence supérieure, je vous dirais, c'est quelqu'un qui est capable de diagonaliser une matrice. Ça, c'est la démonstration d'une intelligence supérieure. D'ailleurs, l'école polytechnique avait un département de diagonalisation des matrices qui était regardé comme vraiment là où on mettait l'élite, les esprits supérieurs de la France, ils allaient diagonaliser les matrices. Aujourd'hui, vous mettez un pauvre algorithme de diagonalisation de matrices, ça va le faire. Il n'y a aucune intelligence là-dessus, c'est complètement arithmétique. On s'était trompé. En fait, l'arithmétique, c'est pas intelligent. Donc, vous voyez, alors, je ne peux pas vous faire toute l'histoire parce que ça prendrait trop de temps, mais en fait, à chaque fois, quand il y avait une révolution, on s'apercevait, ah non, en fait, ce qu'on pensait être la vraie intelligence, c'était pas ça, parce que finalement, on arrive à faire ça, et on le fait de façon complètement mécanique et non intelligente. Donc en fait, les LLM, on sent bien qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment, un des problèmes qu'on a conceptuels sur les LLM, c'est qu'un LLM n'apprend rien. Un LLM n'apprend rien. Un LLM, c'est juste un modèle statique qui ne bouge pas, on met des trucs dans le prompt, et on obtient une continuation. Vous pouvez répéter l'exercice 200 fois, vous avez même prompt, même continuation. Le modèle n'apprend absolument pas de ce qu'il est en train d'observer. Vous pouvez faire une opération de fine-tuning, si vous voulez, pour modifier le modèle. Mais quand vous êtes simplement en train d'utiliser le modèle, lui, on est sur quelque chose qui est ce qu'on appelle sans état. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, sans état, ça veut dire qu'en gros, vous éteignez, vous faites un reset, vous êtes reparti à zéro, vous êtes exactement dans la même configuration que ce que vous aviez avant. Il n'y a pas de persistance de ce qu'on avait pu faire. Vous voyez, si jamais je vous donne un exercice à faire, vous faites l'exercice, et bien à la fin, vous avez fait l'exercice, mais vous avez appris quelque chose à faire l'exercice. Si je vous demande de refaire l'exercice, ça va être plus facile. Un LLM, vous lui demandez de refaire l'exercice, c'est exactement la même difficulté. Il n'y a aucune persistance dans ce qu'il peut le faire une fois. Vous lui demandez de refaire, même problème. Donc en fait, ça, c'est un truc un peu étonnant, en fait. Vous voyez, là-dessus, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais alors, quoi exactement, c'est difficile. Il y a aussi une autre chose, si vous voulez, dans LLM qui ne vont pas, c'est un enfant, il apprend à parler en quoi? 3 ans, ma fille a 3 ans, elle parlait assez bien. Donc, elle a pu écouter 1000 heures, parce qu'on ne passait pas non plus 200 heures par jour à lui parler. Vous voyez. Donc, en gros, un enfant, vous lui parlez 1 heure par jour, et à 3 ans, il sait parler. Un LLM,
il faut qu'il lise genre ce que vous prendrez, il vous faudrait 1 million d'années pour le lire, pour qu'il commence à parler. C'est très bizarre en fait. Vous voyez, c'est comme si, vous voyez, le fait qu'il faille injecter l'équivalent de 10 fois l'Encyclopédia Universalis, pas l'Encyclopédia Universalis, la Wikipédia, pardon, pour avoir un LLM de qualité, c'est très étonnant. Pourquoi est-ce que pour créer une intelligence, il faut avoir lu 1 million de livres? Vous voyez, il y a une question, c'est comme si jamais on avait un truc qui était capable d'apprendre, mais il apprend à une vitesse absolument désespérante. D'ailleurs, le problème est le même pour la conduite autonome. C'est-à-dire qu'en gros, les gens disent, voilà, notre intelligence, on lui a simulé, elle a fait 50 millions de kilomètres pour arriver à apprendre à conduire. Mais moi, de mémoire, j'ai appris à conduire en faisant mes 20 heures de conduite. Je n'ai pas fait 50 millions de kilomètres. Donc, vous voyez, on sent qu'il y a quand même des trucs qui nous échappent. Mais alors quoi? Ça, c'est la question à 1000 milliards. Vous voyez. Je vous dis juste, donc pour moi, il y a des paradigmes. Est-ce qu'ils seront résolus, ces problèmes, demain ou dans 20 ans ou dans 50 ans? J'en sais rien du tout. Est-ce que c'est des petits problèmes où il suffit juste de faire un ajustement sur les LLM et tac, le problème sera résolu? Ou est-ce qu'il faut mettre à la poubelle les LLM pour faire complètement autre chose? J'en sais rien du tout. Il y a des chercheurs français, par exemple, Yann Lequin, lui, il pense qu'il faut tout mettre à la poubelle pour faire complètement autre chose. Moi, je ne suis pas très convaincu. Je pense qu'il y a peut-être des façons de tripatouiller les LLM pour arriver à résoudre les problèmes que je vous ai mentionnés. Mais voilà, ensuite, c'est des opinions. Tant qu'il n'y a personne qui a un truc qui marche, on n'en sait rien, en fait. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu. Et donc, on a ces limitations qui sont quand même très profondes, qui font que des gens qui vous disent qu'un LLM aujourd'hui peut remplacer un humain, il y a quand même des limitations qui sont compliquées et qui sont assez fondamentales. Et même si les démos sont incroyablement impressionnantes, notamment le fait de pouvoir résoudre des puzzles de maths ou des choses comme ça, le fait, par exemple, qu'on ne puisse pas avoir de mémoire lors d'interactions successives, qu'en fait, on puisse juste utiliser le prompt, ça présente tout un tas de limites sur lesquelles, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment pas très clair comment on va se dépatouiller si on veut vraiment remplacer bout en bout des humains, même sur des jobs qui ne sont pas si compliqués que ça, en fait. Voilà. D'autres questions? Oui? Au début, vous avez mentionné que en fait, le CAD, vous avez réussi à rester rentable, même si votre produit ne marchait pas. Ouais. Je n'ai pas une très grande fierté. Hein. Mais bon, voilà. Est-ce que c'est parce que vous aviez un produit qui était prometteur et donc vous avez réussi à avoir des subventions, des financements? Ah non. Vous aviez d'autres services? Non. Non, la réalité, je vous dis, c'est que... en fait, alors ça, je ne vous ai pas fait. Le schéma de la supply chain, c'est un truc. Le marché de la supply chain, c'est un truc qui est assez foufou. Hein. Pour faire simple, mes concurrents, ils ont des business plans en 3 étapes. Et c'est la même chose depuis les années 80. Ils lèvent énormément d'argent. Énormément. Dizaines de millions. Dès les années 80. Bien avant l'époque des startups. Étape 2, ils prennent le marché. Genre beaucoup. Ils prennent un vertical, genre aviation, tac. 3 ans plus tard, vous avez pris 200 commerciaux, vous avez pris 20% des parts de marché. Énorme. Numéro 3, ils explosent et disparaissent. Voilà. Et on répète. Allez, on garde le moral, on répète. Et je continue aujourd'hui, je crois que cette année, on a eu au moins 3 boîtes qui ont levé genre entre 20 et 100 millions de dollars pour faire des concurrences. On a des concurrents qui dynamitent des boîtes. Jiffy vient d'exploser en vol avec un concurrent. Il n'y a pas de problème. Par exemple, Nike, la marque de chaussures, elle avait failli faire faillite. C'est une des plus grosses, une plus belle marque de sport au monde. Elle a failli faire faillite en 2004 avec un de nos concurrents. Il s'appelle O2. Donc c'est le Nike Disaster. Ils ont même leur page Wikipédia, vous pouvez le chercher. Donc, alors, je vais vous donner un petit peu. Donc, O2, ils ont réussi à quasiment mettre en faillite Nike. Donc, c'est quand même grand chelem parce que c'est quand même une énorme marque. Enfin, il faut vraiment être très, très, très incompétent pour arriver à faire un truc pareil. Parce que typiquement, moi, quand ça ne marchait pas, je disais aux clients, mettez rien en production. Vous voyez, là, je sens bien, moi, que ça ne marchait pas quand même. Mon produit n'était pas bon, mais j'avais quand même un petit peu de compréhension. Je réalisais la médiocrité du problème, des résultats que je livrais. Donc je disais, voilà le mieux que je peux faire, mais surtout n'en faites rien parce que c'est pas prêt pour la production.
Apparemment, ce concurrent, lui, il n'avait aucune awareness de ce qu'il faisait. Et donc, en fait, ils ont juste planté 9 mois de production de Nike. Mais alors, le truc le plus rigolo, c'est qu'en fait, ils ont planté tous leurs clients. Et O2, ensuite, s'est fait racheter. Et le temps que une entreprise a mis plusieurs centaines de millions de dollars pour racheter O2, ça s'écrit O2. Et en fait, le temps qu'ils les rachètent, tous les clients s'étaient ligués, ils leur ont fait des procès et le racheteur a dû, l'entreprise qui avait racheté avait dû payer 250 millions de dollars de dommages pour dédommager les clients qui s'étaient ligués. Sachant que mon expérience du logiciel d'entreprise, c'est que en 16 ans de business, j'ai jamais eu un procès, même quand j'étais nul. Donc ça veut dire qu'en fait, même quand vous êtes hyper nul, les gens ne vous font pas de procès. Donc là, en plus, il devait être nul et désagréable. Non, mais c'est la seule explication. C'est des énormes pénibles en plus pour qu'on leur fasse des procès. Vous voyez, parce que les gens ont d'autres choses à fouetter que de faire un procès à un éditeur logiciel. Donc il faut vraiment que, en plus, ça devait être vraiment désastreux. Mais alors, l'histoire ne s'arrête pas là. Vous avez des gens, donc je reprends la situation. Ils ont réussi à mettre en quasi-faillite des géants du monde de la mode. Ils se font racheter. C'est la bombe à retardement, ça dynamite vos racheteurs. Qu'est-ce que vous faites après avoir fait tout ça? Eh bien, vous refaites une boîte. Et vous l'appelez, la première s'appelait I2, donc I2, c'était, vous voyez, une lettre, un chiffre. La deuxième, vous l'appelez O9. O, vous voyez, voilà, tac. Et vous relevez, alors eux, ils ont levé un demi-milliard de dollars, bien sûr, parce qu'évidemment, les gens se disaient, bah oui, la dernière fois, ils ont cramé, c'est à peu près ce qu'ils ont cramé la dernière fois. Donc, ils se disaient, bah, c'est une bonne mise de fonds, un demi-milliard, parce qu'après tout, la dernière fois, ils ont quand même détruit à peu près plusieurs milliards. Donc là, au moins, on commence par injecter de l'argent dans la boîte. Et ensuite, bah, vous semez la pagaille sur plein d'autres boîtes. Donc là, j'attends l'implosion de ce concurrent, sachant que c'est les mêmes personnes. Hein. C'est ça aussi qui est assez fou, c'est que le marché n'apprend rien. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez des gens qui ont historiquement, probablement dynamité des boîtes, mais ce n'est pas un problème. On recommence. Donc c'est assez rigolo. Et en fait, on a certains de nos clients où ils ont une demi-douzaine d'échecs avant nous sur des projets de supply chain. Locad, comme je disais, les problèmes supply chain, c'est vieux, hein, l'optimisation supply chain. Depuis que les entreprises ont digitalisé leur supply chain au cours des années 80, pour ceux qui étaient un peu en retard dans les années 90, mais vous voyez, je parle des gens qui étaient en retard sur la digitalisation des supply chains, ça s'est quand même passé dans les années 90. Donc c'est une digitalisation qui a 30 ans, quoi. C'est vieux. Donc des gens qui se sont dit, il faudrait peut-être qu'on fasse de l'optimisation supply chain avec du logiciel. Bon, Locad n'était évidemment pas le premier à se poser ces questions. Il y avait plein de gens qui ont fait ça avant. Et donc, tous nos clients ont typiquement plusieurs cadavres dans leurs armoires de projets supply chain foirés. Voilà. Donc ça c'est assez rigolo comme métier. Et en fait, il y a du turnover dans les grandes entreprises. Donc, les gens oublient. Et puis les problèmes sont importants, donc ils réessayent. Voilà. Donc on pourrait se dire que les marchés sont toujours totalement rationnels. Ils ont une certaine rationalité, mais elle vient avec du délai, quoi. C'est-à-dire que si on attend 20 ou 30 ans plus tard, oui, ça finit par se rationaliser, mais le processus de rationalisation peut quand même mettre un temps fou, quoi. Surtout sur des marchés un petit peu opaques où c'est pas très clair qui fait quoi, c'est pas très clair qu'est-ce qui marche bien ou qui marche pas bien. Vous voyez, par exemple, vous pourriez dire un case study. Vous avez un client, ça a complètement foiré. C'est quoi la probabilité que le client fasse un case study qui dise énormément de bien de vous? En fait, très élevé. Très élevé parce que vous êtes un manager, vous avez fait un pari sur un éditeur logiciel. Ça s'est mal passé, mais c'est votre nom qui est sur la question. Donc vous avez intérêt à expliquer à tout le monde, et surtout à votre hiérarchie et à tous vos collègues, qu'en fait le projet s'est super bien passé. Donc vous faites un case study public qui explique que l'initiative s'est super bien passée. Et comme en fait les gens ne font pas trop attention aux détails de votre projet, discrètement vous poubellisez le truc, et il n'y a plus qu'un espèce de halo de succès qui reste. Voilà. Ça peut vous sembler un peu étonnant, mais en fait, le nombre de case studies... D'ailleurs, c'était assez rigolo parce que sur Jiffy, je prends Jiffy, pour vous donner le niveau de ninwak absolu qu'il y avait sur ce métier,
Jiffy annonce qu'ils font faillite à cause de problèmes supply chain et d'un projet, en gros, de Presta supply chain qui ont tout pété au niveau software chez eux. Et en fait, 2 semaines plus tard, c'est-à-dire en gros, à la date T, il y avait l'annonce de la faillite. Et en fait, on avait un de nos concurrents confrères qui était censé, 2 semaines plus tard, faire une présentation sur un salon du grand succès qu'ils avaient eu d'implémentation pour Jiffy. Vous voyez, ça s'est tellement mal passé que le client est en faillite, mais vous êtes en train de planifier des événements marketing pour expliquer que ça s'est bien passé. Et là, pas de bol, Jiffy a fait faillite juste avant le salon. Ils auraient fait faillite 3 semaines plus tard, c'était bon, ils faisaient la présentation, et Jiffy faisait discretos faillite dans la foulée. Vous voyez, c'est un peu fou, mais voilà, c'est comme ça. D'autres questions ? Dans tout ce que je vous parle, ça vous semble normal, rationnel, vous voyez ? Business as usual, comme on dit ? C'est ce que vous attendiez de votre environnement professionnel? Non? Ça vous parle? Bon, eh ben, en tout cas, mesdemoiselles, messieurs, merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé à mes équipes, pour tous ces script and vision qui ont été produits. C'est très bien. Moi, je suis assez fier qu'il y ait des élèves de Centrale qui sont allés retrousser les manches et aller mettre aller coder en Envision. C'était très inattendu, en tout cas, quand j'ai créé le premier compilateur pour ce langage. J'ai dit, il y a plus d'une décennie, c'était vraiment un pari. C'était un pari très, très risqué. Ça ne faisait pas partie du business plan d'arriver un jour à mettre des élèves de Centrale devant, mais voilà, je suis très content. Et si par hasard, Rémi ou Basile ne vous l'avez pas dit, l'OCAD recrute, hein, je vous précise.